Bonjour à tout le monde. Merci à ceux qui ont des micros d'ouvert de les couper. Nous sommes désolés, nous avons quelques minutes de retard dû à des problèmes de connexion. Nous allons attendre 2 petites minutes que tout le monde puisse nous rejoindre. Et nous allons commencer ce e-symposium, donc dans le cadre des 35e journées de formation sur les dispositifs médicaux, à la suite du congrès de la semaine dernière de Bordeaux. Donc, ce e-symposium est organisé avec la société Coloplast. Et le but de ce e-symposium est de faire un point sur les techniques laser utilisées en urologie, ainsi que des retours d'expérience de deux médecins urologues, le docteur Vincent Estrade qui exerce au CHU de Bordeaux et au CH d'Angoulême, et le docteur Victor Tostivit qui exerce à la clinique Jules Verne à Nantes. Je pense que nous allons pouvoir débuter. Euh, Alors, donc... Est-ce que Monsieur Hervé est bien connecté? Alors, il est là, mais vous m'entendez? Oui, on l'entend. Attends, c'est bon. Mais Oui, peut-être ma caméra ne fonctionne pas. c'est bon, Loïc, c'est bon. Ah, ok. Nous vous entendons. Donc, nous allons laisser la parole à Monsieur Loïc Hervé pour une courte introduction sur les orientations stratégiques de Coloplast. Monsieur Hervé, je vous remercie beaucoup de participer à ce symposium et je vous laisse débuter et vous présenter. Très bien. Merci Madame Brichoux. Je vous prie de m'excuser, mais ma caméra ne fonctionne pas. Un souci, mais si vous m'entendez, c'est déjà bien. C'est l'essentiel. Oui. Donc, je suis le VP pour la région Europe pour Coloplast, pour la division internationale urologie. Et je vous souhaite bonjour à tous et je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Donc, je suis ravi de pouvoir vous présenter aujourd'hui les orientations stratégiques de la division urologie internationale de Coloplast. Le focus de ma présentation sera sur notre engagement vis-à-vis de la qualité, de l'innovation et du développement durable. Donc déjà, faisons le point de ce qui a pu se dérouler ces 18 derniers mois. Tout d'abord, ces 18 derniers mois ont été marqués par la transition vers les nouvelles normes Monsieur Hervé? de MDD vers la MDR. Oui. Vous m'entendez pas bien? Si. Ah, si. Donc, je continue. Donc, dans la transition dont je parlais des normes MDD vers la norme MDR, et actuellement, nous sommes à 90% de notre portefeuille qui est déjà certifié MDR et disponible. On a dû faire de nombreuses modifications sur les produits, sur le packaging, et on a dû aussi arrêter quelques références qui, malheureusement, ne passaient pas la norme. Malheureusement aussi, pendant ces 18 derniers mois, on a dû faire face à des rappels de produits liés à la stérilité. Et heureusement, nous avons réagi rapidement et nous avons su adapter les processus de fabrication. On a fait un pilotage quotidien en fait des allocations des produits pour pouvoir servir au mieux les différents hôpitaux. Ce que l'on a fait aussi, c'est qu'on a pérennisé l'outil industriel en investissant dans nos différents sites pour s'assurer que la production puisse se stabiliser. Et notamment grâce à l'implication de nos 33 collaborateurs en France, nous avons essayé d'être présents au mieux auprès de vous tous pour pouvoir communiquer, expliquer la situation. Et actuellement, on a réussi à remonter le taux de service qui est à 90% et on continue à travailler sur l'amélioration pour avoir un objectif qui est très clair de 95%. Si vous voulez, sur la prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, pour répondre aux besoins des patients, nous investissons fortement dans l'urologie interventionnelle, notamment en ayant une production locale. Donc, comme vous le savez peut-être, nous avons une usine à Sarlat, en Dordogne. Ce qui est important pour nous aussi, c'est d'avoir un sourcing double, c'est-à-dire de ne pas dépendre que d'un seul fournisseur pour toutes nos matières premières. Et aussi, c'est d'évoluer vers de plus en plus de digitalisation et de robotisation de nos lignes. C'est ce que nous faisons actuellement à Sarlat. Les décisions que l'on prend sont vraiment autour intègrent les critères environnementaux qui sont très forts. Par exemple, on a arrêté le latex, on a converti nos sources d'énergie vers de l'énergie verte. On cherche aussi des partenariats avec des sociétés telles que Paprec pour pouvoir aussi
regarder le recyclage de nos produits. Et notamment, on a un partenariat sur tout ce qui est les outils de visualisation. Actuellement, nous travaillons sur l'index DM et prochainement, on va démarrer une nouvelle machine de packaging qui est basée en France pour pouvoir réduire tout ce qui est matériel de calage afin d'avoir vraiment des packaging qui soient les plus petits que possible et aussi optimiser le flux de nos commandes. Et enfin, un projet qui est très important aussi pour nous, qu'on vient de démarrer, c'est tout ce qui est e-IFU, c'est-à-dire arrêter les IFU qui sont en papier et pouvoir les digitaliser complètement. Et là, actuellement, donc, on offre un portefeuille qui s'élargit grâce à des urétéroscopes, des cystoscopes à usage unique et aussi, évidemment, aujourd'hui, la discussion que l'on a, un équipement de laser thulium fibré. Donc, sans transition, si on va sur la prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, la technologie laser thulium fibré, donc, qui est le propos de ce jour, depuis ces 3 dernières années, en fait, Coloplast a implanté déjà plus de 76 établissements en France, mais aussi métropolitaine et outre-mer, en apportant une valeur ajoutée certaine dans la prise en charge des patients. Et vous allez pouvoir le constater dans les prochaines présentations que ce laser a une polyvalence qui permet à la fois de traiter les lithiases, mais aussi l'HBP et les tissus. Donc, sans transition, je vais passer la main à Laure et Arnaud et je vous remercie pour votre attention. Merci Loïc. On est là pour parler des lasers effectivement en urologie et donc laser, donc l'acronyme c'est c'était la lumière comme vous avez pu le voir, donc lumière amplifiée par émission simultanée par des rayonnements. Donc les premiers lasers sont apparus, on peut passer à la slide suivante. Les premiers lasers sont apparus en urologie, on va dire, on a commencé vraiment en 2004, mais sachant que ça a vraiment explosé entre 2004 et 2010 en France pour la prise en charge des lithiases, des calculs urinaires. Il faut savoir que avant, donc on avait plusieurs solutions pour traiter ces calculs, qui étaient la LEC, la lithotrépsie extracorporelle, donc système à ultrasons, mais la problématique était qu'on pouvait réduire les calculs, mais avec des difficultés pour aller les chercher les petits morceaux de calcul. Et ensuite, on avait l'autre solution qui était la néphrolithotomie percutanée, où on agissait donc en intervenant directement dans le rein pour aller chercher et casser les calculs. Donc, on peut voir ici que la prise en charge des lithiases a été vraiment, et des calculs a été vraiment a explosé, et qu'en 2010, la majorité des établissements étaient équipés des premiers lasers, qui étaient des lasers holmium. Donc pour aller travailler dans le rein par les voies naturelles, donc c'était tout l'avantage de cette technique. Donc l'industrie de fabricants, on a dû donc fabriquer des produits spécifiques qui étaient des gaines d'accès pour aller jusque dans le rein, et surtout des dormias très fines pour des extracteurs de calcul, pour aller chercher ces petits morceaux de calcul que l'on cassait avec les fibres laser. On peut passer à la slide suivante si vous le souhaitez. Donc aujourd'hui, la polyvalence, effectivement, ça devient un besoin. On sait qu'on a à peu près 100 000 cas de lithiases, donc de calculs qui sont traités par an, dont bien plus de la moitié aujourd'hui qui sont traités par les lasers. On a aussi l'hypertrophie bénigne de la prostate et les tissus mous, et donc une grosse partie maintenant, on voit que dans les nucléations par exemple de la prostate, on a 42% et au niveau des résections qui sont traités avec l'aide du laser, et ça c'est quelque chose qui est en constante augmentation. Vous verrez tout à l'heure, le docteur Tostivin pourra vous en parler. Et puis au niveau de la lithiase, bien sûr, alors là c'est une prise en charge presque totale aujourd'hui, puisque on a considérablement réduit les autres techniques, sauf pour certains calculs très très spécifiques. Donc pour tout ça, il a fallu, on peut passer la dia, il a fallu des lasers. Donc on a commencé à l'époque, bon, on voit la date de 92, mais on a eu vraiment les premiers lasers qui sont arrivés en France aux alentours de 2004. Donc c'était des lasers qui faisaient de 15 à 35 watts, qui ne pouvaient permettre de casser que
les calculs, que d'agir sur les calculs, pas encore la prostate parce qu'il fallait des puissances qui étaient bien plus fortes. Et donc là, c'était des lasers pulsés, ce que l'on appelait, donc laser holmium, c'est des lasers avec un système de miroir qui reflète effectivement la lumière pour augmenter la puissance. Donc c'est une super technique. La problématique est que pour monter en puissance, il faut monter les blocs les uns sur les autres puisqu'on a des blocs de 20 watts et donc on va par exemple pour avoir un laser de 100 watts connecter 4 blocs les uns sur les autres et donc il va nous falloir à ce moment-là augmenter la puissance électrique, il faut des prises de 32 ampères dans les blocs opératoires, etc., etc. Et il faut savoir qu'en 2018, donc, les thuliums fibrés sont apparus et là, on a une technologie où on gagne énormément en puissance avec une fibre qui est enroulée dans le laser. On peut se brancher sur une prise tout à fait traditionnelle et on atteint des puissances qui vont entre 60 et 100 watts et donc qui nous permettent à ce moment-là de traiter non seulement les calculs, mais aussi avec le même laser de traiter la prostate et de traiter les tissus mous. Donc au niveau du thulium fibré. Donc c'est vraiment devenu le gold standard aujourd'hui pour les calculs et en grosse partie c'est en pleine augmentation à aujourd'hui pour tout ce qui peut être prostate et tissu mou. Donc là, on va passer rapidement, mais c'était pour montrer qu'on avait eu les premiers calculs en basse puissance à 20-35 watts. Après, on a augmenté sur les lasers avec du 50-70 watts qui nous ont permis à ce moment-là de retraiter aussi l'hypertrophie bénigne de la prostate. Et puis aujourd'hui, avec les lasers qui ont une puissance qui peut aller jusqu'à 100 watts, qui permettent de traiter l'HBP, les tissus mous et les calculs. On peut passer un slide. Ouais. Je te laisse la parole, Laure, pour finir. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc, vous avez pu le constater, en fait, depuis 2018, il y a un choix très important en thulium fibré. Comment on peut s'y retrouver par rapport à toutes ces solutions proposées sur le marché? Vous pouvez passer à la slide suivante. Clairement, ce qui est important de prendre en compte, ça va être la sécurité. La sécurité pour les patients, quand on sait que selon une étude de 2021, il y a plus de 7% des effets indésirables qui sont liés à l'utilisation du laser en chirurgie, qui représentent une gravité majeure et notamment près de 23% de défauts de communication au préopératoire. Il est important en fait de proposer des solutions qui vont être faciles à utiliser, faciles à comprendre, avec la sécurité comme objectif. Et c'est pour ça que l'interface du thulium fibré, telle qu'elle est proposée chez Coloplast, permet, vous pouvez animer la présentation, permet en fait de cliquer rapidement, en 3 clics, selon en fait la stratégie thérapeutique. Et ça permet, slide suivante s'il vous plaît, de gagner du temps lors de l'intervention. Gagner du temps, on sait qu'avec la technologie thulium fibré, on estime à peu près 15 minutes de gain de temps opératoire sur le traitement des calculs. On est sur un temps similaire pour le traitement de l'HBP et tumeurs vésicales selon la courbe d'apprentissage. Et puis justement, ça permet aussi cette sécurité de limiter les complications péri-opératoires et donc de favoriser une durée d'hospitalisation qui devrait baisser. L'optimisation se fait aussi par la qualité de vie au travail. Clairement, quand on sait qu'il est compliqué d'installer une prise 32 ampères au sein d'un bloc, et en fait, le fait que la technologie thulium fibré soit sur prise électrique standard, ça permet à l'équipe d'être agile, d'être polyvalent et de déporter en fait les urgences. En plus d'avoir une consommation énergétique qui est à la baisse d'au moins x10. Et enfin, l'équipe, on parlait de bonne communication lors de l'intervention, le fait qu'on ait moins de 70 décibels avec la technologie thulium fibré par rapport à de l'holmium, par exemple, ça permet clairement de réduire les nuisances sonores et donc ça permet cette meilleure communication au sein de l'équipe et donc de meilleures prises de décision. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, toute cette optimisation, c'est sur l'équipement, mais c'est aussi sur les consommables et quelle que soit en fait la stratégie thérapeutique, vous avez une fibre qui existe pour les calculs, pour l'HBP, pour les tissus mous et qui existe en usage unique ou en réutilisable x5. Slide suivante, s'il vous plaît.
Dans tous les cas, toute cette optimisation, équipement, consommable, elle est clé si en fait il y a un bon accompagnement pour favoriser en fait la transition vers cette nouvelle technologie. Donc ça passe par participer à des workshops, par être accompagné d'un chirurgien mentor, par aussi prendre le temps avec les équipes infirmières, ingénieurs biomètres pour bien renseigner sur cette technologie pour que pour cet accompagnement soit efficace et optimal pour l'établissement en question. Mais tout ça, on va laisser en fait les experts, les chirurgiens en parler davantage. Et on va commencer avec Dr Vincent Estrade sur la lithiase. Merci. Bonjour à toutes et tous. Merci de m'avoir convié pour cet entretien aujourd'hui au sujet de ce retour d'expérience avec le thulium fibré et le traitement des calculs urinaires. Je vais couper ma vidéo pour plus de fluidité. Donc l'idée, c'est de vous présenter un travail économique que j'ai fait dans l'établissement à l'hôpital d'Angoulême, en France, dans une ville de 150 000 habitants. Je travaille aussi au CHU de Bordeaux, où je m'occupe exclusivement des calculs urinaires. Vous voyez sur cette diapositive des images de calculs urinaires en cours de traitement pendant une intervention et au milieu, eh bien, la poudre résultante du traitement laser de ces calculs avec un laser thulium fibré. Donc ce laser thulium fibré est extrêmement efficace et transforme tous les calculs presque en poudre, ce qui permet d'améliorer le résultat sans fragments. Donc le choix pour une technologie innovante était clair et publié. Maintenant, il fallait l'installer dans un hôpital déjà muni de laser. Donc je vais vous montrer comment on a pu installer cette nouvelle technologie et quelle recette économique on a pu en tirer. Diapositive suivante. Voilà, stratégie d'investissement du laser thulium fibré. On va d'abord s'intéresser à la machine. Pourquoi cette machine? Et ensuite, on va s'intéresser à l'environnement complet, c'est-à-dire le consommable utilisé lors de l'urotéroscopie et traitement laser des calculs urinaires. Et vous verrez que avec tout cet environnement, on arrive à une balance économique tout à fait intéressante. Diapositive suivante. La stratégie d'investissement, pourquoi ce laser particulièrement? Ben, parce que l'interface développée par le vendeur, Coloplast, a permis d'obtenir une simplicité du choix des réglages. Je fais à peu près 80% du traitement des calculs urinaires dans mon établissement, mais je ne suis pas tout seul, on est 6 urologues. Quand mes collègues utilisent le laser et ou les infirmières, vont pouvoir le régler. Cette simplicité du choix des réglages est, à mon sens, une valeur ajoutée que je n'ai pas trouvée sur les autres lasers thulium fibré. D'autre part, l'efficacité du thulium fibré, elle est publiée. Et enfin et surtout, grâce à l'ingénierie et à cette interface, on a à chaque fois en mode automatique un réglage du laser en sécurité patient, c'est-à-dire que l'énergie et la fréquence délivrées avec la puissance résultante vont toujours protéger le patient des brûlures de la paroi urétérale ou la surchauffe des urines et du sérum physiologique dans les cavités rénales. Et ça, c'est essentiel dans le choix du thulium fibré de Coloplast. Donc l'idée, c'était d'intégrer dans notre plan financier une machine un peu plus de 2 fois plus cher que la précédente machine laser Omnium-YAG. Pour cela, le biomédical avait donné son accord au sens où on arrivait au terme d'une durée d'amortissement de 5 ans pour le précédent laser en balle Omnium-YAG et on part sur un plan d'investissement de nouveau avec une durée d'amortissement à 5 ans validé par le biomédical. Entre-temps, on a acheté un autre laser aussi pour réaliser les énucléations prostatiques. On est sur une autre ligne budgétaire puisqu'on était sur la location longue durée plutôt que de l'achat. Donc, le biomédical a validé cet achat avec ce plan d'investissement sur 5 ans. Diapositive suivante. Ensuite, on s'est intéressé à l'environnement parce que quand on traite des calculs urinaires, eh bien, on va consommer du matériel à usage unique et tout ça va générer des dépenses. Vous l'avez entendu lors de la précédente présentation, et pour retirer des fragments de calcul pour permettre leur analyse et une démarche diagnostique ciblée pour les patients, on va devoir utiliser des paniers pour récupérer ces fragments de calcul et ces paniers ont un coût. Et sur l'année 2022, ça représente environ 30 000 € de dépenses d'usage unique de panier. Le fait de passer au thulium fibré va permettre d'obtenir de la poudre de calcul, donc diminuer l'utilisation des paniers pour récupérer des fragments de calcul, ce d'autant
qu'effectivement, en tant qu'expert, et les urologues maintenant en France sont de plus en plus formés à cela, je peux reconnaître les calculs et m'autoriser à adresser que de la poudre à l'analyse. Donc, de facto, on a une diminution du nombre de paniers utilisés par an entre 2022 et 2024 avec une réduction des coûts, vous voyez, de plus de 10 000 euros. Donc ça, c'est un message que j'avais proposé à la pharmacie de l'établissement et on a pu évaluer ce travail sur ces 2 années, avec 2023 qui est une année de transition. Diapositive suivante. L'environnement aussi, ce sont des gains d'accès urétéral et des urétéroscopes à usage unique. Pourquoi? Parce que historiquement, l'urétérorhinoscopie était faite avec des endoscopes réutilisables de gros calibre, 9,7 ou 8,5, qui nécessitent des gains d'accès 10,12 ou 12,14, vous voyez en 2022, pour accéder au rein. Sinon, le calibre de l'endoscope ne permettait pas accéder aux cavités rénales sans risque de léser l'urtère ou très difficilement progresser dans l'urtère. Avec le progrès, se sont développés des urétéroscopes à usage unique de calibre de plus en plus fin. Et vous voyez entre 2022 et 2023, l'utilisation de plus en plus d'endoscopes à usage unique. Et du coup, un accès plus facile aux cavités rénales et une diminution de l'utilisation et de la dépense de gaines d'accès. En revanche, là, on a une balance économique excédentaire puisqu'on est passé d'une dépense de 65 000 euros à plus de 100 000 euros entre 2022 et 2024. Mais on va voir que grâce au thulium fibré, l'utilisation moindre de paniers, et vous allez voir, diapositive suivante, de fibres à usage unique, on va arriver sur une balance économique tout à fait intéressante. Effectivement, en haut à gauche de la diapositive, vous voyez les mouvements de déflexion qu'on est obligé de faire pour traiter des calculs urinaires. On impose à l'endoscope et à la fibre laser des mouvements de déflexion extrêmes, ce qui fait qu'avec la fibre laser holmium-YAG, on a des risques de briser cette fibre laser, et le laser, lui, continue son trajet tout droit et détruit l'endoscope. Ce qui est publié, et l'avantage de fibres laser avec le thulium fibré, c'est que pour les mêmes réglages, on va avoir des fibres beaucoup plus solides, ce qui va permettre de changer le paradigme d'utiliser des fibres holmium-YAG à usage unique à des fibres réutilisables, donc plus solides, grâce à l'utilisation du thulium fibré. Et là, on va avoir pour une utilisation plus importante de fibres laser entre 2022 et 2024, une réduction des coûts, puisqu'on est passé de 24 000 euros à 16 000 euros l'utilisation courante des fibres laser. Diapositive suivante. Donc au total, si on fait le bilan de cet investissement du consommable sur 2022 et 2024, avec l'achat de cette source laser, on a un bénéfice sur les dépenses qui sont moindres en panier, en gain d'accès urétéral et grâce à l'utilisation de fibres laser réutilisables, pour un total de moins 40 000 euros, sur un excédent de plus 27 000 euros sur les endoscopes à usage unique, et ce qui nous fait une balance de moins 14 000 euros. Donc le contrat est rempli, à la fois pour le patient, puisque le résultat est plus efficace sur les calculs, sans perdre l'analyse de la poudre de calcul, donc l'enquête étiologique. Le plan d'investissement est validé par le biomédical et la pharmacie d'établissement s'y retrouve, puisqu'on a une dépense minorée grâce à cette évolution et cet environnement en endurologie. Je vous remercie. Merci, docteur Estrade, pour cette présentation. Nous laissons donc la parole au docteur Tostivit de la clinique Jules Verne de Nantes pour nous présenter son retour d'expérience de l'utilisation du laser dans le cadre de la prise en charge des hypertrophies bénignes de la prostate. Bonjour à tous, je vous remercie beaucoup de me laisser l'opportunité de participer au congrès sur les dispositifs médicaux à travers mon retour d'expérience. Donc moi, je vais vous parler de l'énucléation prostatique qui est en passe de devenir le traitement bientôt standard, je pense sincèrement, de l'hypertrophie bénigne de prostate. Donc on va commencer par un petit peu d'épidémiologie pour que vous preniez un petit peu conscience de la patientèle que c'est amené à représenter à l'avenir. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, c'est une maladie du sujet qui vieillit, avec une prévalence estimée qui commence déjà à partir de l'âge de 40 ans. On a déjà un début de symptomatologie, avec un peu moins de 10% de la population entre 40 et 50 ans qui va avoir des symptômes liés à l'hypertrophie bénigne de prostate.
À partir de l'âge de 50 ans, il y a vraiment une modification, puisqu'environ 50% de la population va se plaindre de symptômes d'hypertrophie bénigne de la prostate, et au-delà de 80 ans, c'est quasiment toute la population qui est sujette à des symptômes. Et donc, ça fait à peu près 1620 patients masculins pour 100 000 individus en population ajustée. Et ça, c'est assez considérable tout de même. Et il faut noter que cette prévalence et incidence augmentent dans toutes les catégories d'âge. Et ce qu'on le remarque aussi d'un point de vue épidémiologique, c'est que les volumes de la prostate ont tendance à augmenter aussi depuis quelques années. Et ça, vous allez voir, ça va avoir son importance parce que le traitement laser de l'hypertrophie bénigne de la prostate est tout à fait adapté au gros volume de prostate. Et donc, il y a un enjeu également, évidemment, en termes de coûts, hein, puisque cela entraîne une hausse des dépenses de santé dans cette catégorie-là particulièrement. Donc, à l'heure actuelle, en France, là, on vous a mis un tableau basé sur le PMSI, donc sur les données de l'année dernière, et vous voyez qu'à l'heure actuelle, c'est toujours la RTUP, c'est-à-dire la résection transurétrale de prostate avec du courant monopolaire ou bipolaire. Maintenant, c'est surtout le courant bipolaire, bien entendu, reste majoritaire dans les interventions, avec presque 45 000 interventions par an. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le traitement laser, qui était encore vraiment minoritaire, on va dire, il y a 10-15 ans, est en train d'exploser littéralement. Et alors là, on n'a pas de courbe d'évolution sur ces diapositives, c'est un instantané. Mais là, il y a 32 000 interventions laser. Et je pense que très bientôt, à l'horizon de 2 ou 3, 4 ans peut-être maximum, je pense que, est-ce qu'on peut revenir sur la diapositive précédente? Je pense que le traitement laser sera le traitement de première intention de l'adénome. Vous voyez, les nucléations aujourd'hui, c'est déjà le traitement qui est le plus réalisé. Et la vaporisation, qui est arrivée avant les nucléations, est en perte de vitesse parce que l'énucléation est quand même plus efficace. Quant à l'adénomectomie par voie ouverte, elle est en train de devenir anecdotique du fait des techniques par laser qui se diffusent et aussi du fait de la morbidité induite par l'adénomectomie ouverte avec des durées d'hospitalisation plus longues. Donc l'énucléation prostatique, en fait, pourquoi est-ce qu'on peut considérer que c'est une révolution en urologie? Parce que ça a vraiment changé euh, le, le- le devenir de nos patients dans les services, à savoir que ça leur rend vraiment très service. Pourquoi? Parce que l'énucléation, ça permet, c'est efficace pour les prostates, quel que soit le volume, avec un besoin moindre en chirurgie ouverte. Ça remplace pour les hauts volumes l'adénomectomie voie haute. C'est peu invasif parce que ça passe par les voies naturelles. Le caractère peu invasif réduit la douleur post-opératoire de façon assez considérable et ça entraîne en fait des diminutions des DMS, des durées moyennes de séjour avec des patients qui ressortent plus vite d'hospitalisation. On a un taux de complication qui est assez faible avec ces interventions-là, donc on a une sécurité qui est meilleure. On a une réduction du coût global du fait de la moindre morbidité, évidemment, mais aussi parce qu'il y a une diminution des durées de séjour. Il y a moins de complications à moyen terme, il y a moins de réhospitalisation. Et comme c'est des techniques qui permettent d'énucléer l'ensemble de la loge de la prostate en enlevant l'ensemble et l'intégralité de l'adénome, on a moins de... C'est une chirurgie qui est alors compatible avec des antiagrégants plaquettaires. Par contre, ce n'est pas une chirurgie que l'on va faire sous anticoagulation curative. Ça, on ne peut pas. Mais chez les patients chez qui on peut faire des fenêtres d'anticoagulation curative, on peut tout à fait les traiter au laser avec des reprises de l'anticoagulation à dose curative environ 15 jours après. Et donc, du fait de l'ensemble de ces avantages, c'est en train de devenir le traitement au laser de l'adénome de prostate est en train de devenir un gold standard. Et ça, c'est vraiment important de le noter. Et c'est pour ça qu'on voit des résections qui vont être en perte de vitesse et un taux d'intervention avec l'usage du laser en urologie qui va vraiment augmenter. Et ça va se porter, cette augmentation, sur l'énucléation, parce que comme je vous expliquais, la vaporisation, qui ne permet pas de traiter l'ensemble de l'adénome, notamment chez les gros volumes, est en perte de vitesse. Alors, concernant mon expérience
qui fait que je vous parle aujourd'hui un petit peu, c'est que bon, voilà, j'ai fait environ 300 procédures d'énucléation de la prostate et je travaille avec le TFL Drive depuis environ 18 mois, c'est-à-dire que les autres énucléations, je les faisais avec le laser holmium. Et puis désormais, moi, j'utilise le laser thulium pour mes procédures. J'en fais aussi parfois encore un petit peu à l'holmium, mais j'utilise les deux types de laser. Et je suis à maintenant plus de 70 procédures avec le laser thulium, donc je peux vous faire un retour d'expérience. Donc ça, c'est un exemple de salle opératoire. Pour ainsi dire, je dispose toujours le matériel de la façon suivante. Je vais utiliser comme matériel, donc pour tout ce qui est vidéo, une colonne Storz de Célio avec une caméra droite. J'utilise pas la caméra pendulaire, j'utilise la caméra droite parce que je pense qu'on entraîne moins de mouvements susceptibles de casser la fibre laser. J'ai une table sur laquelle je dispose l'ensemble de mon matériel, le matériel d'énucléation que je vais avoir en main pendant l'énucléation, et je prépare en amont la morcellation de la prostate qui va être le deuxième temps, parce qu'une fois qu'on a découpé au laser la prostate, on va utiliser ce que l'on appelle un couteau morcellateur pour rentrer dans la vessie et venir découper l'adénome en même temps qu'elle est aspirée. Et ça, c'est une petite digression qui ne concerne pas tout à fait le laser, mais on utilise aussi un système de récupération d'eau qui est le système Neptune, qu'on apprécie beaucoup au bloc opératoire parce que c'est un bras électrique qui permet de monter les poches d'eau et c'est un collecteur d'eau qui fait 24 litres et donc ça permet d'éviter les manœuvres ça permet de traiter l'eau en passant par s'il y a un filtre, et en fait on peut remettre l'eau dans le circuit général et ça évite de brûler de l'eau, ce qui est un peu une hérésie aujourd'hui. Et le bras télescopique permet de monter les poches d'eau sans que l'infirmière le fasse. Et il faut savoir qu'on utilise une dizaine, 10 à 12 poches d'eau, hein, donc plus de 30 litres au cours des énucléations, donc c'est considérable. Donc c'est pour ça que s'il y a un système qui permet de lever euh, automatiquement les poches d'eau, bah, le personnel en salle est très content. Donc je pense que c'est important d'avoir une salle avec le bon matériel pour faire ce genre d'intervention. Et ça passe donc par le laser dont on est en train de parler, mais aussi des systèmes de collecte d'eau. Voilà. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc moi, ce que j'apprécie avec ce laser thulium, tout particulièrement, c'est déjà la sérénité qu'on peut avoir dans le cadre du travail. Il y a une très très nette diminution du bruit en salle. Il faut savoir qu'avec les lasers holmium, on va avoir des ventilateurs qui vont se mettre en place parce que c'est une technologie qui va générer de la chaleur. Donc il faut ventiler le générateur pour baisser la température et ça fait un bruit vraiment important qui peut excéder les 80 à 90 décibels lorsque le laser est utilisé à pleine puissance. Donc ça, à la fin, je peux vous dire que si on fait 2 interventions dans la matinée, on ressort fatigué. Ce qui est très intéressant, c'est la sécurité d'usage, puisque on a des presettings déjà notés sur le laser. Euh, qui sont très fonctionnels, ça fonctionne bien, donc il n'y a pas besoin de changer les paramètres. C'est intéressant aussi, c'est simple d'usage parce qu'on peut switcher d'un mode d'énucléation à un mode de coagulation avec le pédalier, c'est très simple, on n'a pas besoin de solliciter notre infirmière circulante à tout bout de champ pour qu'elle nous change les réglages, et ça aussi c'est un gain de temps et de qualité au travail. On a une hémostase qui est tout à fait qualitative et qui se fait en temps réel. Donc ça, c'est agréable aussi parce que ça améliore la visibilité. Et enfin, de l'expérience que j'ai désormais, moi, j'ai vraiment une équivalence de résultats pour les patients, hein, en termes de résultats de l'énucléation, en termes de durée de procédure et en termes d'hospitalisation, bien sûr. Donc pour l'établissement, ce qui est très intéressant en fait avec ce laser-là, c'est que c'est un laser polyvalent, hein. Comme vous a expliqué le docteur Estrade, c'est très efficace dans le calcul. Et c'est efficace également pour la prostate, avec une équivalence tout à fait en termes de résultats par rapport à l'holmium. Le coût du dispositif aussi, parce qu'on va utiliser des fibres réutilisables. Donc, on peut faire plusieurs procédures avec, des fibres qui sont solides, qui cassent peu. Donc, ça, c'est vraiment intéressant.
Et enfin, on a des diminutions de durée de séjour. Ça, c'est évident par rapport à des techniques de résection classique ou de l'anémectomie voix haute. Là-dessus, c'est multipublié. Il n'y a pas de sujet. Alors, la difficulté en fait de l'énucléation prostatique va être liée au fait que c'est une technique qui est exigeante à apprendre. C'est pas une technique chirurgicale qui est simple initialement. Donc c'est vrai qu'on va en parler pour faire de l'énucléation de la prostate, qui sera donc favorable aux patients à l'établissement de santé. Il faut un petit peu de temps au praticien, il faut lui laisser du temps pour acquérir les compétences nécessaires. En fait, pour avoir une autonomie technique de base, on dit qu'il faut environ 20 à 30 cas, ce sont les publications qui le disent. Pour avoir vraiment une maîtrise du geste complet au bloc opératoire en ayant une énucléation, une morcellation fluide et des durées opératoires qui sont raisonnables, eh bien, il faut au moins 40 cas. Et enfin, on considère que le médecin, le chirurgien va acquérir un début d'expertise dans le domaine au bout de 60 à 100 cas. C'est-à-dire qu'il va falloir 12 à 18 mois en fonction du volume que l'on va faire. Ça peut être un peu plus long parfois, mais il faut presque 2 ans en fait pour obtenir une expertise où on sait que sur une procédure avec un poids type, on va mettre une durée opératoire qui est à peu près tout le temps la même. Moi, désormais, quand je pars sur une adénomectomie au laser, si la prostate fait une centaine de grammes, je sais que je vais mettre environ 1 heure. Et si je sais que si elle fait 200 grammes, je vais mettre entre 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie au maximum. Mais en gros, maintenant, je suis capable de monter un programme opératoire avec des temps globalement fixes en fonction de la taille de la prostate. Mais ça, il faut un petit peu de temps pour acquérir cette compétence. Donc, la courbe d'apprentissage, c'est vraiment là-dessus qu'il faut être accompagné au début, notamment, je pense, sur les 20 premières procédures, on est susceptible d'avoir besoin d'aide. Alors, on sait que c'est difficile d'être accompagné sur les 20 premières procédures, c'est pas forcément possible, mais c'est pour ça que c'est bien dans les établissements de santé quand les chirurgiens se lancent à deux, quand il y a des gens qui sont néophytes. Mais sachez que désormais, en fait, dans les centres académiques où sont formés les internes, les CHU, ou même dans certains centres hospitaliers périphériques, le laser s'est bien démocratisé. Et il y a toujours, donc les jeunes qui sortent maintenant de formation sont globalement formés à la technique et ont déjà passé la courbe d'apprentissage pendant leur fin d'internat ou le début de clinica. Donc en fait, on va se retrouver avec des gens qui arrivent dans des structures qui sont déjà en partie formés et qui vont aider leurs confrères à se mettre à la technique. C'est souvent ça qui se passe. Donc en fait, qu'est-ce qu'il y a de difficile avec l'énucléation au laser? C'est que la courbe d'apprentissage, c'est d'abord celle de l'énucléation, quelle que soit l'énergie. Et le plus difficile, en fait, ça va être de trouver le plan entre la capsule prostatique, la coque de la prostate, et l'adénome. Parce qu'on a des risques de se perdre qui peuvent être assez élevés au début. Et en fait, tout l'enjeu, c'est de réussir à être reproductible sur ces gestes opératoires d'une énucléation à l'autre. Et en fait, l'énergie utilisée intervient dans une moindre mesure sur la durée opératoire. C'est-à-dire que quelqu'un qui va savoir énucléer une prostate, quelle que soit l'énergie laser qu'on va lui mettre entre les mains, il va y arriver avec une durée opératoire qui va être à peu près similaire. Néanmoins, il y a certaines subtilités techniques selon l'énergie utilisée, et c'est ça qui permet ensuite de gagner en efficacité. Alors, la courbe d'apprentissage. Comment améliorer cette courbe d'apprentissage? Eh bien, en fait, être supervisé par un chirurgien expert, ça accélère nettement l'apprentissage. Pourquoi? Parce que d'emblée, avec l'expérience, évidemment, c'est toujours pareil, on a déjà fait les erreurs, et donc ça permet de mettre sur le bon chemin d'emblée le chirurgien en lui expliquant les trucs et astuces et en lui donnant le plan de vol qui va lui permettre assez rapidement d'acquérir l'autonomie. Et ça, c'est vraiment important. Le deuxième message, c'est que quand on se met à l'énucléation dans un centre, d'emblée, il faut se dire qu'il faut du volume. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai montré, le volume, c'est ce qui permet de gagner en autonomie et en expertise et en fait d'améliorer ses résultats, que ce soit pour le patient, mais également en durée de séjour. C'est-à-dire qu'un chirurgien qui commence à être à l'aise dans la technique, il va se rassurer et il va se dire, bah oui, effectivement, on peut faire sortir les gens plus rapidement, voire même faire de l'ambulatoire, ce qui est fait notamment au CHU de Bordeaux.
où la plupart du temps, sinon, les gens sortent à J1 post-opératoire dans les 24 heures suivant l'énucléation. Il faut savoir qu'avant, pour ce type d'intervention, après une résection classique ou une adénomectomie voie haute, les durées d'hospitalisation pouvaient aller jusqu'à 5 jours à davantage, hein. Ensuite, il y a aussi l'intérêt de la simulation, de la vidéo, des formations, bien entendu. Ça réduit le seuil d'apprentissage. Les gens qui ont des compétences préalables en RTUP vont aussi pouvoir, bien entendu, se mettre à l'énucléation parce que ça favorise la compréhension de l'anatomie. Et bien entendu, et ça c'est important à noter, les gens qui changeraient de type de laser polyvalent, par exemple un renouvellement d'holmium qui irait vers du thulium, ne poserait pas de problèmes fondamentaux en fait pour continuer à faire de l'énucléation prostatique. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je vous ai expliqué, la courbe d'apprentissage c'est celle de l'énucléation et pas de l'énergie utilisée. Donc il y a quelques différences légères, mais absolument pas décisives. En tout cas, moi, en passant de l'un à l'autre, ma courbe d'apprentissage, elle n'a pas été modifiée. Pas du tout. Alors, le compagnonnage a vraiment un intérêt, ça c'est évident. L'avantage avec Coloplast, c'est qu'il est possible d'organiser des workshops dans les centres experts. Donc, vous pouvez aller voir des chirurgiens qui ont l'habitude d'utiliser le laser. Ça, je pense que c'est absolument fondamental de le faire. Donc, on peut organiser ça dans nos établissements. Moi, de la même façon, lorsque j'ai besoin de me former à une technique chirurgicale, j'apprécie grandement aller voir un chirurgien qui me montre les choses et avec qui on prend un temps de discussion. Je vous promets que c'est un gain de temps et de sécurité pour nos patients qui est considérable. Ensuite, ce qui est agréable aussi, c'est de lancer et de venir aider les chirurgiens pour les premières procédures. Ça nous permet de rentrer dans son bloc opératoire, de voir comment il va procéder, de l'aider à améliorer l'environnement périopératoire aussi, parce qu'il n'y a pas que la technique d'énucléation, hein, il y a comment on va disposer, il y a quel type de matériel qu'on va utiliser également, il y a des trucs et astuces à avoir sur la morcellation, enfin, c'est un ensemble de choses pour qu'une énucléation se passe bien, qu'il faut prendre en considération, et c'est pour ça qu'aller sur site, c'est vraiment bien. Et ensuite, voilà, suivre un processus d'accompagnement lorsqu'on est totalement néophyte en énucléation, c'est clairement indispensable. Ça, y a pas photo, parce que ce sont des chirurgies qui sont compliquées au début. Et si le chirurgien ne veut pas se décourager, et je pense qu'il faut vraiment pas se décourager parce que c'est vraiment un game changing pour le patient et pour l'établissement de santé. Donc, il faut un accompagnement. Ça, il n'y a pas photo. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à tous les intervenants pour vos présentations qui, je pense, nous ont beaucoup apporté et vont nous permettre de pouvoir lancer un débat. Nous avons une dizaine de minutes pour pouvoir discuter avec tous les intervenants. Donc, je vous rappelle que les questions se posent à travers le chat. Vous avez aussi, pour les participants, un questionnaire de satisfaction qui s'affiche à l'écran, auquel il faudra répondre d'ici la fin du Simpo. Je vais laisser le temps, peut-être que des personnes posent des questions à travers le chat. Moi, si aucun des intervenants a de questions, je vais commencer par poser une première question à ce moment-là. Monsieur Estrade, Monsieur Tostivit et les personnes de Coloplast, là, vous nous avez bien mis en avant le laser thulium. Finalement, dans nos établissements, là, en urologie, si on a besoin de faire des renouvellements d'équipements qu'on valide en général avec nos ingénieurs biomédicaux, comme on a du consommable associé, quelle place il reste pour les lasers Holium en urologie finalement? Est-ce que le thulium, on a vu que c'était quand même une référence maintenant, est-ce qu'on a intérêt à garder des lasers Holmium ou pas dans nos blocs opératoires d'urologie? Je peux répondre moi, concernant la partie calcul urinaire. Merci pour votre question. La prise en charge des calculs urinaires va de plus en plus effectivement vers le tube fibré puisqu'on permet d'obtenir la poudre, donc un résultat sans fragment pour les patients. Pour autant, dans certains traitements des volumineux calculs urinaires, on a encore besoin de la fragmentation holmium-YAG quand on a un accès par voie percutanée. Ça, c'est une niche
en endourologie, au sens où, pour le traitement des calculs urinaires en France, on est aux alentours de 80 à 90 000 interventions, alors qu'on réalise uniquement 1 millier de chirurgies percutanées par an depuis une vingtaine d'années. Donc il y a toujours cette place-là pour l'holmium-YAG. Après, comment dire, du fait effectivement de l'accès financier de plus en plus accessible du thallium fibré, oui, il est clair que le marché va de plus en plus vers le thallium fibré grâce à cet aussi accès financier possible. Voilà. Donc, progressivement, on remarque effectivement que le thallium fibré prend la place de l'holmium-YAG. Pour autant, comme j'ai dit, concernant le traitement des calculs urinaires, il reste aussi de la place pour l'holmium-YAG dans le cas que je vous ai présenté. Concernant la prostate, je laisse répondre mon collègue parce que c'est pas du tout mon domaine de compétence. Tu as ton micro coupé, Victor. Excusez-moi. Je pense que la question que vous avez posée, elle est vraiment importante. Je suis en train de réfléchir à la réponse que je peux vous donner. Ce que je peux vous dire, c'est que l'holmium YAG, c'est ce qui a permis de débuter les énucléations prostatiques et ça reste aujourd'hui encore pour beaucoup de praticiens une forme de gold standard. Néanmoins, moi, dans ma pratique quotidienne, ce que je constate, c'est que je réussis à faire aussi bien, vraiment, je suis non inférieur avec le thulium fibré dans des conditions de travail qui sont meilleures. Donc, la question de quelle est la place à l'avenir encore de l'holmium, je pense qu'il y en aura parce qu'il il y aura une forme de préférence de certains chirurgiens, mais de mon point de vue, il n'y a pas de différence et le coût est quand même fortement en faveur du thulium. Donc, si moi demain on me disait il n'y a plus qu'un laser, nous on a la chance d'avoir les deux, hein. On est 7 urologues et en fait, comme je vais être honnête avec vous, comme on a besoin de faire de l'énucléation et du traitement de lithiase en même temps, on choisit d'avoir les deux énergies. Parce que mes confrères, moi je fais du thulium en énucléation, mes confrères ont appris à l'holmium et pour l'instant ils sont à l'holmium et on va renouveler après. Et je pense qu'on renouvellera en gardant les deux énergies. Mais s'il fallait choisir qu'un laser en renouvellement parce qu'on n'a pas l'opportunité d'avoir les deux, moi, à mon sens, je prônerais en tout cas de rester sur le thulium. Parce on est aussi bon sur la prostate et je pense qu'il n'y a pas de débat sur le traitement du calcul. Merci. D'accord, merci pour vos argumentaires concernant cette question. Je vois pas apparaître de questions dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions. J'avais une autre question, si on n'a pas de questions pour l'instant, une question qui nous intéresse encore plus en tant que pharmacien. Les fibres usage unique, ou fibres usage multiple. Donc là, par exemple, sur le laser dont on a parlé, on nous propose les deux solutions. Il y a plusieurs fournisseurs maintenant qui nous proposent les deux solutions. On a quand même toujours un petit peu une crainte par rapport aux fibres réutilisables sur les durées de réutilisation. Donc, on nous dit que ces fibres peuvent être utilisées au moins 5 fois. Dans votre retour d'expérience, comme c'est quand même une technologie assez précise, est-ce que vous avez eu des difficultés par rapport aux fibres réutilisables? Est-ce que vous avez utilisé et de l'usage unique et du réutilisable? Comment ça s'est passé? Alors, je peux parler pour la prostate. Moi, je réussis à aller au bout des 5 usages, sincèrement. Elle casse moins que c'était le cas à l'holmium. Après, je fais très attention à la disposition de la fibre en paire opératoire et j'utilise une caméra droite pour justement éviter de faire des mouvements de cisaillement. Mais avec des artifices positionnels et avec ma caméra droite, bah là, j'ai aucun souci pour emmener au bout des 5 usages. Donc voilà. Moi, j'aurais deux arguments de réponse. Effectivement, l'utilisation multiple, elle est intéressante d'un point de vue financier, comme j'ai pu le montrer sur le travail que j'ai proposé. D'autre part, effectivement, c'est pas un souci d'arriver au bout des 5 utilisations proposées par Coloplast ou d'autres vendeurs de fibres laser.
à la limite près qu'il faut avoir aussi cette étape avec le personnel de la stérilisation pour disposer correctement les fibres dans les cages, éviter qu'elles se cassent lors du nettoyage de la cage et de la stérilisation, pour éviter d'avoir effectivement des fibres endommagées qui ne sont plus efficaces. Donc ça, il y a cette étape d'éducation du personnel de la stérilisation qui est importante et prioritaire dans ce deal avec les fibres réutilisables. Mais pour Oui, avoir Julien. utilisé les fibres à Ouais. usage unique pendant 20 ans et maintenant des fibres réutilisables, il n'y a pas de souci pour arriver au bout des 5 utilisations. Après, d'un point de vue financier, quand les vendeurs de fibres passeront à 10 utilisations au lieu de 5, et ça sera encore moins cher. D'accord. Oui, ça c'est sûr. Ça, On a eu, c'est pas moi qui pourrais décider. Mais oui, techniquement, c'est voilà. possible. La balle est dans le camp des industriels pour ça. Vous avez bien fait d'insister sur la relation avec l'éducation, avec la stérilisation et l'éducation aussi du personnel au niveau du bloc opératoire pour prendre soin de ces fibres et aller au bout des réutilisations. Et à la fin Euh, de chaque utilisation de traitement de laser d'un calcul, il faudrait penser à couper l'extrémité de la fibre qui a été utilisée, donc fragilisée. oui, et Il y a j'ai suffisamment de longueur pour les utiliser 5 fois ou 10 fois. ouais, ouais. C'est une piste de travail pour les industriels. Ça serait J'ai une, gagnant-gagnant, effectivement. oui. J'ai une question qui a été posée. À ma connaissance, Coloplast ne fournit pas de panière spécifique et adaptée pour les fibres. Est-ce que, je ne sais pas, Monsieur Bemery ou Madame Deschamps, qu'est-ce que vous avez Non, comme non. conseil par rapport à ça? Oui, vous avez raison. Sachant qu'en général, donc les fibres sont dans des paniers, on va dire des paniers de stérilisation classiques, avec des picots. Donc on a des modèles que l'on montre, mais c'est pas effectivement notre corps de métier. Donc chez toutes les personnes qui vendent ces paniers, il y a les paniers qui correspondent, et donc on se tient à la disposition effectivement des établissements qui travaillent avec les lasers pour leur montrer un petit peu ce qu'il faut acheter comme panier de stérilisation. Mais en général, c'est des paniers qui sont déjà dans vos établissements, et des fois, il faut simplement rajouter un petit tapis picot spécifique pour bien enrouler la fibre. Mais souvent, on s'est aperçu qu'au moins un établissement sur deux, c'était des paniers qui étaient déjà à disposition pour utiliser pour d'autres stérilisations. Mais effectivement, on ne vend pas des paniers de stérilisation. C'est pas dans notre core business aujourd'hui. Par contre, on peut donner des conseils sur ce qu'il faut utiliser, sans problème. Merci. Alors, attendez, je vois qu'il y a un autre message. Je vais aller la voir. Donc, merci pour vos réponses. On a un petit peu parlé de l'impact environnemental aussi. Donc, l'usage multiple nous aide aussi à agir sur cet impact environnemental. Est-ce que dans vos établissements, Monsieur Estrade ou Monsieur Tostiville, vous avez mesuré, vous avez fait des études au niveau empreinte environnement, enfin empreinte carbone, l'environnement, tout ça par rapport au laser? Alors, vous m'entendez, ouais. En ce qui concerne Jules Verne, pas spécifiquement sur le laser, mais on l'a fait sur l'endourologie en général et notamment sur les circuits de l'eau. Et c'est pour ça que je vous parlais du Neptune. Euh, Par contre, l'usage du laser en énucléation par rapport à une technique d'énucléation différente, type bipolaire, ou l'impact environnemental par rapport à une AVH, je n'aurais pas en mesure de vous répondre, pour être tout à fait honnête. Hum. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant à voir aussi dans nos établissements. Alors, de mon côté, merci pour votre question. J'ai deux éléments de réponse. Là où je travaille à l'hôpital de Angoulême, je n'ai pas la réponse. C'est au CHU Bordeaux. En fait, dans notre corps de métier, on travaille avec le professeur Bladou, qui est la référence dans notre société savante, justement sur cette thématique. Et sur l'utilisation en particulier du laser, non, j'ai pas de retour. J'aurais tendance à dire que si j'ai pas de retour, c'est que Aussi. l'utilisation est correcte. Sinon, je pense que de sa part, j'aurais déjà eu un retour négatif. D'accord.
Après, si on réfléchit en termes de consommation d'énergie, je pense que ça, mes coloplasts pourra le dire, le thulium fibré, il consomme moins d'énergie, il me semble, que l'holmium. À Je puissance. confirme, qu'on est sur 10 fois moins, donc c'est pas anodin. Et donc, en fait, Au je niveau pense de que, voilà. l'utilisation versus holmium, on consomme 10 fois moins d'énergie effectivement qu'avec un holmium. Donc ça, c'est tous les thuliums, hein, c'est pas le nôtre spécifiquement. Mais voilà, c'est la technologie thulium qui permet de diminuer considérablement l'énergie. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça permet à ces lasers-là d'être disponibles dans l'ensemble des salles de bloc opératoire et de ne pas nécessiter une prise de 32 ampères comme c'était le cas pour les holmiums de forte puissance. Ça, c'est vraiment pratique, je tiens à dire, parce qu'il faut savoir que sur un même programme opératoire, quand il y a deux urologues en parallèle, le laser, il peut t'amener à changer de salle et c'est pas les urologues ou les patients, enfin, c'est pas les programmes qui vont être switchés entre deux salles, quoi. Vous voyez? Ça permet Oui, qu'un chirurgien soit dans la même salle toute la journée et il y en a un qui va utiliser le laser en début de matinée et l'autre en fin de matinée et c'est le laser qui change de salle. Et ça, c'est super pratique. oui, C'est parce que ça permet même de tuiler des interventions. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive de finir une énucléation pendant que à côté est endormie une urétérorénoscopie et quand j'ai fini l'énucléation, hop, le laser il change de salle et moi j'ai pas fini d'opérer, je fais l'amorcellation, mais mon confrère peut commencer à utiliser le laser. Donc ça c'est un gain considérable pour l'établissement. Ça permet de tuiler des patients entre deux salles. oui. C'est un élément important, hein, Oui, aussi. en termes d'organisation, ça c'est hyper important. Il y a juste, merci pour vos réponses sur ce point-là. On va pas tarder à terminer ce symposium pour rester dans le temps qui nous a été imparti. Il y a juste par rapport au conditionnement où il y a une personne qui nous dit que les tapis picots ne suffisent pas pour le conditionnement des fibres en stérilisation. Alors, nous, on a tout de suite commencé avec de l'usage multiple à Limoges. On conditionne sur des tapis picots aussi. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu de soucis remontés. Donc, je vous invite peut-être à voir avec votre correspondant Coloplast s'il n'y a pas d'autres astuces à revoir au niveau de votre circuit pour la personne qui a posé la question, à moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter très rapidement. Il nous reste 1 minute. Oui, je suis d'accord. Moi, je répondrai dans ce sens-là aussi. Effectivement, l'épreuve Mm. des tapis picots dans les deux établissements où je travaille, ça suffit pas. Et on a ajouté des dispositifs pour coincer la fibre dans son enroulement pour éviter qu'elle sorte du cadre de la cage. Donc ça, effectivement, après, ça nécessite... Quel argument technique vous donnez? Je n'ai pas la réponse. C'est une question des arguments techniques de la stérilisation, mais je suis joignable à vincent.estrade@gmail.com pour envoyer des images si besoin pour les personnes concernant les cages et le stockage des fibres laser dans les cages. Alors, on va s'arrêter là pour ce symposium, même si je pense qu'on pourra encore discuter pendant un bon moment sur toutes ces techniques laser et l'impact sur le quotidien du bloc opératoire, de la pharmacie, des chirurgiens et de la stérilisation. Je remercie tous les présents à ce symposium et je remercie aussi plus particulièrement tous les intervenants qui ont permis de construire ce symposium, qui ont été présents et très actifs aujourd'hui et pendant la préparation et qui ont permis de vous proposer cette petite formation sous forme de symposium. Je vous souhaite à tous Merci à vous. une bonne journée et à très vite. Au revoir. Merci Merci à beaucoup. vous. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir.